Bonjour, bienvenue dans Sans Filtre, je suis Raphaël Charlier et autour d'un bon petit café, on va avoir des discussions. On va parler sans filtre, on va s'intéresser vraiment à un invité, son parcours, sa vie, ses rêves, ses échecs. Qu'est-ce qui fait que la personne qui va discuter avec nous et avec vous, elle est là où elle est aujourd'hui. On est chez Streambox, soyez les bienvenus dans Sans Filtre. Streambox présente Sans Filtre avec Raphaël Charlier. Notre invitée aujourd'hui, c'est Alexandra Vassed. Bien le bonjour Alexandra. Bonjour Raphaël. Comment ça va? C'est pas une question de politesse. Comment ça va aujourd'hui, vraiment, dans toi, le jour aujourd'hui, dans ta vie? Pas mal à vrai dire, pas mal, franchement, un peu stressé de ce rendez-vous à vrai dire. On est complètement détendu. Moi j'avais envie que tu viennes dans Sans Filtre parce que tu es quelqu'un qui pour moi représente la radio et quelqu'un que j'ai toujours admiré et que j'étais très impressionné de rencontrer la première fois où on s'est rencontrés et où on a travaillé ensemble. Moi, Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? je crois que je m'en souviens pas, non. Je crois que je m'en souviens pas. À mon avis, on a dû se croiser dans des couloirs, un truc comme ça, un peu avant le démarrage de Pure FM. Mais la première fois qui m'a marqué avec toi, c'est que moi, je devais prendre l'antenne à 10h. Toi, tu faisais snooze. Tu faisais le matin. Et j'avais jamais annoncé un disque de ma vie. Et je me souviens, je pense que c'est Laurent Lacroix qui devait être derrière les manettes d'élection. Ouais. Et il t'a dit, Alexandra, t'as 9 secondes pour dire au revoir avant les infos. Et t'as fait oui. Et t'as parlé pendant pile 9 secondes, et puis il y a eu les infos. Je t'ai regardé et je t'ai dit, je pourrais jamais faire ça. Et tu m'as dit, oh, ça viendra. Et en fait, oui, mais ça m'avait fasciné, ce truc où on te dit, voilà, t'as 7 secondes pour dire un truc, tu le fais, et... C'est vrai que la radio, c'est la gestion du temps. Hein. C'est vraiment en linéaire, c'est quelque chose de très particulier. Mais... voilà, c'est vraiment un exercice. C'est un exercice qui commence par le fait d'être toujours à l'heure pour annoncer le journal qui est à l'heure pile. Donc, il y a forcément une maîtrise du temps, mais elle passe par aussi la musique, cette maîtrise du temps. C'est-à-dire que la rythmique de la musique, selon ce qu'on écoute, parce qu'on avait souvent de la musique sous nos voix, selon ce qu'on écoute, on sait que à combien correspond une ou deux mesures en secondes à un moment donné. Mais ça, c'est pas un truc qu'on peut écrire noir sur blanc. À un moment où ça devient aussi instinctif. Voilà. On te dit, tu sais ce que c'est 30 secondes, tu sais ce que c'est qu'une minute. Plus ou moins, oui, c'est ça. Il faut dire, 30 secondes, c'est un peu too much. Voilà. Il faut pouvoir gérer ça aussi. 9-10 secondes, en principe, ça, c'est tout à fait gérable. Il suffit un peu diminuer son débit. Enfin, voilà, il y a des petits trucs, quoi. Donc, voilà. Avant de te rencontrer, avant Pure, moi, je te dis, j'avais une admiration pour toi parce que tu représentais la radio, parce que je pense que j'ai toujours une cassette. Radio 21, une soirée au Fuse, Respect is Burning, où tu avais reçu comme invité, je pense, Dimitri from Paris et Philippe Zdar, je crois. Et cette cassette, on se la refilait à l'école. Nous, on enregistrait le Fuse. Et puis là, c'était une soirée où tu étais... Tu te souviens de ces soirées-là? C'était vraiment dingue. C'était une époque vraiment folle. J'arrive plus à situer exactement, parce que moi, je suis pas très passéiste. Donc la date, vraiment, dire c'est plutôt cette année-là ou cette année-là, j'en sais trop rien. 97 par là. Oui, j'allais dire 96, à la grosse louche comme ça. Mais c'est aussi, en fait, l'époque 96, 95-96, c'est l'époque où j'ai créé Sacré Français à cause de Dimitri from Paris. Le nom de l'émission, c'est le nom de sa chanson, de son tube Sacré Français à l'époque. Et j'étais vraiment... c'était la première fois que je présentais un projet d'émission qui me semblait tenir la route, parce que le concept était simplissime. Plus c'est simple, finalement, mieux ça. Une émission francophone qui rassemble... c'était vrai. Et comme à l'époque, Marc Isaïe, dans les classiques, on peut pas dire que la francophonie, c'était sa destination première. Je trouvais que c'était intéressant de pondérer par autre chose. Il y avait eu précédemment déjà d'autres émissions avec des chansons en français, mais plutôt le côté classique, chansons françaises classiques. Moi, j'avais envie d'être dans l'air du temps.
Et pour définir cette émission-là, je trouvais que Sacré Français, le nom, le titre de la chanson c'était pas une chanson française en fait. C'est pas une chanson française au sens le nom qui voilà. Et voilà. Mais donc c'était bien une chanson en français. Et donc ça disait bien que j'avais bien l'intention d'ouvrir un peu les écoutilles à toutes sortes de choses qui pouvaient se passer tant que c'était en français dans le texte en somme. C'était un peu ça l'idée. Mais donc, c'est effectivement le tout début de la carrière de Dimitri from Paris, de Philippe Zdar, Cassius. Et voilà. Enfin, il y a eu Bob Sinclair. Bob Sinclair avec Salomé de Bahia, ça c'était aussi au Fuse. On a fait un nouvel an qui était à moitié au Zouzland, à moitié au Fuse. Donc de minuit à 3h et puis de 3h à 6h. Oui. C'était vraiment la première époque au tout début de la French Touch version 1.0 quoi. C'était vraiment fantastique. D'ailleurs, Sacré Français existe toujours aujourd'hui, c'est tous les samedis. Alors c'est tous les jours pour l'instant à 21h et à minuit en rediffusion avec vraiment très peu de voix et beaucoup de musique, et le samedi à 19h sur la première toujours. Là c'est la version plus magazine où je fais un peu le point des sorties et j'explique un peu qui sont ces jeunes artistes émergents qui débarquent ou qui sont finalement ceux qu'on connaît déjà, qui arrivent avec de nouvelles choses qui sont hyper intéressantes. Donc c'est un peu ça le principe. C'est pas l'émission qui dure depuis plus longtemps en radio? Non, je crois pas qu'il y a, par exemple... Le Monde est un village. Et les Belges du bout du monde, je pense aussi d'Adrien Jovenot. Il y a quand même des émissions. Adrien, il est là depuis très longtemps avec ses concepts. T'as fait trois stations de radio avec la même émission. Je l'ai emmené avec moi, en fait. Je l'ai emmené le concept global, je l'ai emmené sur Pure. Je l'ai emmené, alors parfois c'était des versions courtes, une fois par semaine, version en journée, le soir, le dimanche à midi, le dimanche après-midi. Enfin bon, ça pouvait être toutes sortes de, oui. Et effectivement, je suis passée sur Pure, et quand j'ai choisi de quitter Pure et de me proposer mes services à la première, j'ai demandé à pouvoir emporter cette émission avec moi, en fait. On va revenir sur Radio 21, mais si on va plus loin, tes parents avaient un magasin d'instruments de musique. Exact. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie qui t'a donné l'amour de la musique et puis la radio? Comment c'est arrivé l'envie? Est-ce que t'as toujours eu envie de faire de la radio? Je peux pas dire que j'ai toujours eu envie de faire de la radio. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que, j'allais dire, vers la dizaine, un truc comme ça, j'avais une petite radio réveil que j'écoutais dans ma chambre. Ça, c'était vraiment trop bien parce que je pouvais écouter. Alors, j'écoutais, est-ce que c'était... Les longues ondes ou... Oui, mais c'était Les Routiers sont sympas, ce qui est n'importe quoi. À 10 ans. Oui, mais, enfin, c'est n'importe quoi. 10, 12 ans, personne n'écoute ça. Enfin, moi. Et alors, il y avait Mimi sur Europe 1. C'était pendant la nuit. Ah oui. On appelait les problèmes... Alors, ça c'était sur France Inter, ça c'était Macha. Ça, c'est venu après. Mais Mimi sur Europe 1, c'était de la musique. Ok. Et moi, ça, je trouvais ça fascinant. Parce qu'en fait, ça m'emmenait dans un autre monde. J'étais en train de complètement rêver en étant là quand même. Enfin, ça me fascinait. Mais ça me fascinait. Voilà, j'avais pas pensé, je veux faire ça. Et il se fait que, effectivement, mes parents sont musiciens. Ma grand-mère était pianiste et mon grand-père était bassoniste. Et le basson, dans Pierre et le Loup, c'est le grand-père. Ah ouais. Donc, pour moi, c'était tellement normal que mon père joue du basson. Ah ouais. Mais pour moi, Pierre et le Loup, ça, c'est vraiment, ça raconte. Et moi, quelque part, je suis un peu Pierre. Pour moi, c'était une fille-garçon, ça ne changeait rien du tout. Moi, je suis Pierre, il y a le loup. Et ça racontait un peu... ma vie, c'était comme si c'était normal. Ma grand-mère, elle s'asseyait au piano, elle jouait comme ça, voilà. Après, on pouvait pas toucher au piano, hein. Le piano n'est pas un jouet. Tu joues d'un instrument? Non. T'as baigné là-dedans et toi, Oui, j'ai testé le piano, j'ai testé la guitare avec un prof qui est assez pas mal aujourd'hui. Mais il avait 16 ans à l'époque, peut-être 18 maximum. Il donnait des cours dans le magasin de guitare de mes parents. C'est Jacques Stotzem. Non. Qui est un musicien verviétois extrêmement connu, qui joue de la guitare folk et qui a même une guitare Martin maintenant, qui est quand même la meilleure guitare folk du monde, à son nom. Donc c'est vraiment un musicien exceptionnel, mais là il débutait. Bref, j'ai un petit peu gratté la guitare, un peu, je sais pas, il y avait des banjos, il y avait des orgues, tout était possible. Le vrai truc, c'est que ce que ma fille m'a dit un jour, et c'est ce que j'ai pensé aussi. Je dis, le vrai truc, c'est que j'adorais la musique, mais je trouvais que c'était vraiment pas chouette quand c'était moi qui jouais.
Mais donc voilà, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à écouter de la musique qu'à la faire moi-même, parce que je trouvais que ce que je faisais était vraiment inintéressant par rapport à tout ce que je ne connaissais pas, que j'aurais voulu découvrir, écouter. Je perdais du temps à ne pas écouter des choses. Et puis voilà, ça permet aussi justement de rétablir un peu une vérité sur qui est musicien, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Je ne le suis pas, c'est un fait. Donc voilà, et je pense que j'aurais pu travailler 10 ans, je m'en serais sans doute sortie à jouer quelques trucs. Oui, mais jamais, ça n'aurait jamais... Enfin voilà. Donc chacun... Mais chacun son vie de l'amour de la radio, il est venu donc de la musique, de l'amour de la musique, de découvrir des choses sur les longues ondes le soir. Oui, alors, et toi, l'envie d'y aller, de te dire un moment, eh ben moi, je vais aller par là. Mais en fait, la musique était tout le temps là. C'est-à-dire que, par exemple, le dimanche matin, certaines fois, à certaines époques, on s'asseyait à table pour déjeuner ensemble, ce qui était pas du tout le cas ensemble avec mes frères et mes parents. À l'époque où mes parents étaient encore ensemble, donc ça date quand même déjà. Moi, j'étais une toute petite jeune fille pré-ado, quoi. Ouais. Et mon père toujours mettait un disque sur la platine. Et donc on écoutait Bohemian Rhapsody de Queen et on écoutait tout l'album et on chantait en mangeant et voilà. La musique était tout le temps là. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui, ça? Est-ce que il y a une famille qui va écouter un album en entier? En mangeant, je sais pas. Mais déjà un album en entier. Ouais, alors moi j'ai une platine à la maison et quand mon fils a découvert ce que c'était, parce qu'il était petit, mais forcément petit, il écoutait de la musique, disons peut-être sur des CD dans son, je sais pas, un mini je sais pas quoi, voilà, mini lecteur. Et donc je dis voilà, c'est un vinyle. Et alors j'explique et tout. Et alors il me dit mais maintenant c'est fini. Je dis bah tu prends le bras. Et je lui explique comment faire. Je lui dis tu prends le bras et tu le mets dessus. Tu le mets au tout début du sillon. Et il me regarde avec des yeux en disant elle est sûre de... Et alors, en fait, il prend son bras et il met son bras. Je savais même pas que ça s'appelait un bras. Enfin, et donc, je lui ai expliqué que c'était un sillon unique et tout ça. Alors, il était là, et il me dit, mais comment ça se fait que le son sort par là? Enfin, pas vraiment dans ces termes-là. Ouais, mais... Voilà, et alors, du coup, c'est hyper intéressant parce que, de fait, je pense qu'il a aussi le goût de la musique. Et ma fille aussi, bien sûr aussi. Il a le goût de la musique, mais il a aussi le goût de l'expérience qui dure, toute une phase. En fait, il est capable de... Après, évidemment, il a 20 ans, là. Forcément, il est parti dans tous les sens. Mais voilà, je sais pas, en fait, moi, je dis toujours, moi, les CD, tout ça, j'en veux plus depuis longtemps. J'ai plus de place, j'ai pas le temps. Mais j'écoute de la musique toute la journée. Des tonnes de trucs, tous différents, tous neufs, parce que je réécoute pas 100 000 fois les mêmes choses. Donc c'est extrêmement intriguant, extrêmement intéressant. On n'est jamais à l'abri de tomber sur quelque chose de bien, mais on n'est jamais non plus à l'abri de se taper des choses vraiment pas terribles pendant très longtemps. Ouais. Donc quand on tombe donc à un moment donné, forcément, moi, quand je rentre chez moi, je me dis pas, tiens, je vais me mettre un peu de musique. Enfin, si, c'est un fait. C'est naturel. C'est naturel, mais ce n'est pas la même chose. Je vais pas écouter la même chose. C'est-à-dire que je vais écouter par plaisir. Et le plaisir, c'est précisément plutôt de mettre une face d'un album en entier, en coupant mes tomates, comme je dis. Enfin, voilà, on est plus dans la rêverie, dans la poésie. Donc, ce qui veut dire que chez toi, tu ne consommes pas forcément de la radio. Tu consommes de la musique, mais pas forcément de la radio. Si, je consomme de la radio pour écouter les émissions, en particulier de la première, mais qui sont très parlées. Il y a peu de musique, donc j'écoute pas la première pour voir si le disque les programmé va bien passer. Et puis en plus, je les connais. Mais j'écoute la première pour le contenu, puis pour voir comment les émissions tournent, voilà. Après, j'écoute des podcasts ou en direct, j'écoute France Inter, ou j'écoute des podcasts de la première de France Inter pour que j'aime bien qu'on me raconte des histoires, en fait. Ouais. Donc ça aussi, c'est un côté hyper passionnant de la radio. Mais la musique, c'est la radio, mais la musique, c'est tout en fait. La musique, la musique, elle est tout le temps là, elle est partout. Et finalement, en fait, digression en digression, mais ton envie de dire à un moment, moi, je vais faire de la radio, il arrive quand? C'est un hasard, en fait. On n'était pas très fortunés, les vacances étaient longues, je devais avoir là 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai croisé un copain d'un copain, j'habitais la région de Verviers, dans un supermarché. Enfin, bien, tiens, qu'est-ce que tu fais cet été? Parce que tout le monde part à gauche, à droite. Moi, que dalle, je dis rien. Il dit mais on a monté une radio au tennis à Maison de Bois. Tu veux, viens dans mon émission, tu seras mon invité puisque tu fais rien. Oh, je dis très bien. Tu ne fais rien, j'ai un abonnement de bus, je prends le 6 ou le 3 pour aller jusque là-haut, puis je me fais la drève à pied. Tu sais, j'ai quand même rien à faire. Donc voilà. Et donc j'étais l'invité d'une émission, enfin pour aucune raison, d'une émission qui existait pour
je sais pas, 27 personnes, j'imagine, j'en sais rien. Et la semaine d'après, j'étais à l'antenne. La semaine d'après, je faisais le petit matin du week-end. Et j'ai fait, mais c'était terrible parce que c'est vraiment passé d'un jour à l'autre. Bon, j'ai fait l'émission, puis je dis, mais moi, je peux pas faire ça. On me mettait, il y avait des platines, il y avait je dis, mais moi, je sais très bien mettre les disques, en fait. Ouais. Voilà, et lever un curseur, ça va aller, le micro, ok. Et moi, je peux pas faire l'émission. Ah ben si, parce qu'on a personne pour le matin. Tu penses bien, samedi matin, dimanche matin, à 15 ans, 16 ans, il y a personne qui a envie. En plus, forcément, moi, j'avais pas de mobilette, donc je devais me taper le premier bus, pas le rater non plus. Me taper la drève quand il faisait froid, j'avais des gerçures sous mon pantalon parce que c'était quand même vachement long. Je devais ouvrir le truc, et je faisais de la radio pour ma mère, en fait, hein. Oui, et que je dis, mais voilà, j'ai pour ma mère, et voilà, j'ai fait mes premières armes comme ça, c'est bien simple à l'époque, j'avais 16 ans, je sais pas, le téléphone sonnait, et ma mère disait, c'est pour toi, c'est ton fiancé. Je dis, mon fiancé? Elle dit, c'est la radio, parce que c'est vrai que déjà... Donc, en fait, il y avait que ça dans ma vie. Il y avait que ça. Mais moi, mon rapport avec la musique, il est physique, en fait. Il est vraiment physique. C'est-à-dire que je sais pas, ces ondes, les sons que ça fait, tu ressens... Moi, ça me donne envie de danser, en fait. Ça me donne toujours envie de bouger. Et c'est ça qui me porte, en fait. Et donc, moi, j'ai vraiment un rapport physique à la musique. J'ai pas du tout un rapport intellectuel à la musique. Alors, je connais un peu de solfège, un peu de piano, un peu, voilà, je vois des tablatures, je vois bien, j'ai un peu de connaissances de l'histoire de la musique, mais je suis pas un musicologue et en même temps, ça ne m'intéresse pas. Non. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des musiques, tu ne sais même pas d'où elles viennent, mais elles te touchent. Ah oui, oui, et puis ça vibre et c'est vraiment une relation physique, mais intense, intime, et ça peut complètement modifier mon état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que je pense que la musique, elle m'a sauvé la vie plein de fois. Ben, je suis pareil. DJ Saved My Life, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu tombes sur un morceau en disant, voilà, pour la Das Pop, ils sont de retour, là, en ce moment. Ils sortent une chanson, je trouve cette chanson, mais fantastique. Vraiment fantastique. Je suis là, je me dis, ouais, c'est vraiment des sources de joie. Et même si, mon moral est pas terrible, enfin, pour 1000 raisons, on peut avoir des soucis. Tu peux avoir un morceau qui va te réveiller. Et ben, ça va me repêcher, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est inouï, ce pouvoir. C'est inédit. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de, je trouve que c'est tellement fort. Le pouvoir de la musique est tellement fort. Et globalement, j'adore écouter les émissions musicales. On raconte la vie des gens. J'aime bien aussi savoir d'où est l'artiste. Ouais. Enfin, voilà, je donne moi-même quelques infos. Mais je n'aime rien de mieux que la musique pour ce qu'elle est et pas pour toute son histoire et tout ce qu'on m'explique. Un artiste ou une artiste où, si c'est un jour où ça va pas, tu le mets et t'es sûr que... Ou un morceau, même, un morceau. En fait, un morceau de Tito Puente. Mais c'est indescriptible parce que c'est vraiment la formule de base de la bossa nova et du cha-cha-cha, mais dans sa version super énervée, avec des percussions. Moi, ce qui me rend dingue, c'est les percussions qui sont tic, 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 tic. La clave, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est avec le chant en bois, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est irrésistible, c'est obligé de danser, en fait. Et voilà, cette chanson-là en particulier, je la trouve vraiment fantastique, mais à un autre moment, ça pouvait être, je ne sais pas moi, L'adulte de Sébastien Tellier, je l'ai écoutée 200 fois parce que chaque fois qu'elle venait, donc tout ce qui est bossa nova. Il y a un petit... Tout ce qui est, la bossa nova d'une façon générale, ça va... L'album d'Elysée Woods, je crois pas, non. Il y a quand même des limites. Mais la bossa nova, vraiment, ça c'est quelque chose qui me touche immédiatement au corps et au cœur. Qui te fait... Voilà, en tout cas, qui va réveiller mon corps et qui va remettre mon corps aligné avec quelque chose de positif dans mon cerveau. Parce que je pourrais très bien avoir super envie d'écouter... je sais pas, parce que je suis pas très passive, j'aime pas réécouter sans cesse la même chose, quoi. Ah oui. C'est terrible. Un album où tu peux dire, celui-là, je peux à l'infini. Non, parce qu'en fait, chaque chanson a un rapport avec la première fois où je l'ai écoutée. Et donc, chaque chanson, chaque musique me replace là. Ouais. Et j'ai pas envie de me replacer sans cesse dans le passé. Donc, en fait, il y a des choses qui vont complètement me bouleverser. Je peux chercher le garçon de Taxi Girl. Ouais. Les premières notes, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est absolument extraordinaire, en fait. Mais donc, cette émotion revient à chaque fois que tu réécoutes le morceau. Oui, mais c'est pour ça que je veux pas l'écouter. Oui. Parce qu'en fait, ça me replace dans un truc qui m'a vraiment bouleversée. Mais en même temps, est-ce que c'était une époque très heureuse pour moi? Pas certain. Est-ce que ça colle aussi avec des choses que moi j'ai vécues?
vécu. Il n'y a pas un moment dans ta vie où justement tu as eu envie d'aller réécouter des trucs pour te replonger dans ces moments-là? Mais en fait, c'est mon métier. C'est-à-dire que comme je travaille sur une chaîne qui a élaboré un catalogue musical avec des catégories qui vont j'allais dire, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, je travaille sans cesse ce catalogue de fond. Donc je suis sans cesse en train d'aller réécouter un certain nombre de choses en me disant, est-ce que ça maintenant c'est ok? Parce que un chouette souvenir à la radio il y a 10 ans, c'est peut-être pas un chouette souvenir à la radio aujourd'hui. Donc c'est un travail qu'il faut tout le temps aller faire pour voir si t'es raccord. Tu vas aller dire, je sais pas, un truc qui sonne très électropop minimaliste, c'était peut-être hyper drôle il y a 4 ans parce que dans l'actualité musicale, il y avait 2-3 choses qui résonnaient avec ça. Et puis peut-être que maintenant, c'est plus du tout le cas et qu'on va plus aller chercher un petit truc un peu plus soul. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que il faut tout le temps aller réévaluer ce back catalogue, comme on dit. Donc je vais sans cesse aussi redécouvrir des choses qui étaient pas du tout dans le catalogue en me disant, mais tiens, est-ce qu'on ne devrait pas monter ce truc, en fait? Ou bien est-ce que c'est pas bien? Ouais. Donc j'ai des petites cases. J'ai une petite case qui s'appelle frigo dans mon système informatique. Ouais. Et là, je vais ranger des choses que je vais réécouter en me disant, mais putain, c'était quand même vraiment bien ce truc. Et ça passe pas partout, ce souvenir. Mais pourtant, tout le monde va s'en souvenir. Est-ce que c'est pas ça un bon souvenir? Bref. Donc voilà. Mais moi, j'ai adoré, j'ai adoré Kate Bush. Ouais. Wuthering Heights, l'album. Qui est revenu beaucoup l'année passée. Oui, mais j'ai adoré l'album quand il est sorti. Et en fait, ce que j'ai trouvé, j'ai adoré une tonne de trucs dans fin des années 70, début des années 80. Forcément, c'est le moment où on est le plus, on est une éponge, hein, quand on a 14, 15, 16 ans, ou 13 ou 10, ou ça dépend. Il y a une étude qui dit que c'est à 35 ans, ta culture musicale, ton envie de découvrir des choses. Voilà. C'est pas ce truc-là? Oui, enfin, peut-être, mais c'est surtout aussi qu'on dit, je pense que cette étude disait aussi, que tu n'es jamais plus, perméable à la musique que quand tu as 15 ans. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, donc ça permet en fait aux stations de radio de choisir quels souvenirs de quelle époque elles vont diffuser, toucher le public par âge en fait. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Sauf que évidemment c'est un peu la grosse louche. À 15 ans, il y a des gens qui écoutaient rien là, et puis après qui à 18, 19 ans, on se met à découvrir des choses de dingue. Et puis moi, qui à 9-10 ans, était déjà un peu subjuguée par toute une série de trucs. Mais moi, il y avait des disques, j'avais une platine dans ma chambre, mais j'avais pas d'âge. Et je piquais un peu des disques de mes parents. Et donc, j'écoutais, tout un album de Tchaïkovski. Je trouvais ça assez rigolo d'avoir le choix de pouvoir toute seule choisir un truc à moi, toute seule. Oui. Après, c'est comme toi, en fait, hein. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'écoutais Radio Cité, on faisait des cassettes, on se les passait. Et moi, j'écoutais Radio Cité et j'étais là, je me dis, pourvu qu'il passe la chanson truc. Et j'espérais que ce journal, ils allaient, parce que je suis en train d'enregistrer. Que l'animateur, animatrice n'allait pas faire l'intro pour te voir l'enregistrer. Oui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'était notre seul moyen. Aujourd'hui, c'était notre seul moyen de réécouter le disque. Et alors, quand bien même, après, tu savais pas toujours de quoi il s'agissait. Il y avait un magasin de disques derrière, dans une galerie, là, à Verviers, où ils sortaient les 45 tours et tout ça, et j'allais regarder tout. Mais c'était vachement cher, hein, même, hein, 45 tours. Moi, mon budget, c'était peanuts. Il fallait payer pour écouter la chanson que t'aimais bien. C'était pour devenir fou, quoi. Franchement. Chose que les jeunes générations aujourd'hui ne comprennent pas. Mais pourquoi je devrais payer pour écouter de musique? Mais il fallait payer. Il fallait en plus aller au magasin. Il fallait avoir de l'argent. Il fallait revenir chez toi. Le plaisir. Mais on avait plaisir. Enfin, le plaisir, mais l'attente, c'était insupportable. Et donc, pour moi, Spotify, c'est le pied total, parce que la moindre truc, je peux aller écouter tout ce que je veux à n'importe quel moment. Évidemment, c'est mon rapport est un peu addictif à la musique, mais je peux aller écouter tout ce que je veux à n'importe quel moment, même des choses anciennes et tout, et revenir sur des trucs, repasser à autre chose. Ouais, mais j'ai une espèce de multitude de possibilités pour aller justement repiocher, et puis par déduction, la machine, l'intelligence artificielle me propose des trucs vraiment nuls, j'analyse la situation, ou d'autres qui sont vraiment fantastiques, et où je me dis, bien joué, c'est excellent ce truc. Voilà. Mais on n'a pas le petit plaisir de se dire, avec cette disponibilité-là, de se dire, attends, je crois que je l'ai ce vinyle, je crois que je l'ai. Et d'aller fouiller et de le retrouver. Et d'avoir le plaisir de... Moi, j'ai eu ça plein de fois parce que c'était quoi? Dreams de Fleetwood Mac qui est revenu vraiment super fort à cause d'un truc TikTok, là.
Et alors, il y a un article en disant si vous disposez cet album Rumors, je pense, de Fleetwood Mac, de Fleetwood Mac, alors vous êtes riche et tout. Je dis à mon fils, et je dis, ah oui, t'as vu que je suis riche, tu vois. Il me dit, ça vaut combien ça? Je dis, ça n'a pas de prix, mon chéri. 0, ça vaut rien du tout. Je le vendrai jamais, c'est à moi. Il y a mes griffes dedans, au même endroit, c'est le mien. C'est le tien. C'est le mien. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais pas d'argent à l'époque pour acheter beaucoup de choses, mais j'ai retrouvé au fur et à mesure après, sur des brocantes, dans les magasins. Qui tombent des... Regatta de Blanc, Outlandos d'amour, les 2 albums de Police, je crois que je les ai tellement écoutés que je crois qu'ils étaient troués. Je connais toutes. Et alors, ce qui est super drôle, c'est que je connais l'intégralité de ces 2 albums, toutes les chansons dans l'ordre, avec les respirations, tout, mais pas en anglais. Dans un vocabulaire de l'époque. Donc, j'ai déjà expliqué ça à mon mari un jour, et je lui dis, mais attends, vas-y, on va mettre la chanson, je vais te la chanter. Pleurer de rire, parce que c'est rigolo, c'est du yaourt. Ouais, moi, j'étais un enfant, mais en même temps, je connaissais parfaitement les paroles. Et donc, voilà. En même temps, il y a ce côté aussi addictif, et il y a un moment où on est vraiment une éponge. Après, parce qu'on est hyper à fleur de peau, les hormones sont là, et moi, c'est ça qui me fait rire, mais c'est dire d'aller réécouter des vieux tours, des choses d'avant. Mais oui, mais en même temps, tu ne veux pas être nostalgique. C'est ça. Je pense que c'est le même plaisir que tout un chacun. Ouais, quand c'est sorti, j'ai adoré ce morceau, ok, ça m'amuse, mais entre-temps, moi, je fais que ça, comme c'est mon travail d'écouter de la musique tout le temps. Donc, j'ai plus de chances que n'importe qui d'avoir déjà réécouté ce morceau plein de fois. Oui. Voilà, donc il y a des moments où je fais des vides en disant je m'empêche d'écouter trop quelque chose parce que sinon je vais me le griller, c'est pas bien. Tu viens de l'évoquer, tu as parlé de la programmation de la radio parce que tu es programmatrice à la première aujourd'hui avec Olivier Depris, tous les deux. Et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Comment on programme des morceaux? Qui décide ce qui va passer? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais aujourd'hui il y a plus personne qui décide, c'est un ordinateur qui va décider. Mais non, t'écoutes encore les morceaux, tu vas encore chercher des. Oui, c'est ce que je fais toute la journée. En fait, ce qui se passe, c'est que bien sûr il y a un cadre général qui est défini par la société dans laquelle tu travailles, c'est une évidence. Donc il y a des stratégies musicales qui sont mises en place, quelle que soit la radio, dans le privé, dans le public, c'est évidemment le même travail. Et bien nous, comme à la RTBF, on a plusieurs radios, on va ensemble essayer de parcourir, j'allais dire, tous les styles pour toucher tous les publics. C'est notre mission première. Moi, je sais aussi situer la première, bien sûr, dans ce spectre. Je connais parfaitement la stratégie globale de l'entreprise et celle qui a été développée pour la première. Donc, dans ce cadre-là, moi, j'allais dire, j'enrichis sans cesse, je modifie, j'enrichis, un back catalogue qui représente ce que la chaîne veut montrer d'elle-même par rapport à l'histoire de la musique pop contemporaine. Ça, c'est pour la partie souvenir. Et les nouveautés, toutes les nouveautés en somme. On les écoute. Et puis tu vas définir si c'est OK pour la première ou pas. Exactement. En fait, c'est pas que je vais le définir, elle existe, cette définition. Enfin, elle existe stratégiquement, moi je sais dans quel cas je suis. Alors, je vais pas pouvoir t'écrire un long truc pour t'expliquer quelle est la stratégie de la première. D'ailleurs, non, quand bien même c'est pour ça quand bien même je ne pourrais même pas le dire, on va dire peut-être que c'est, je sais pas, une formule secrète, j'en sais rien. Le vrai truc, c'est que c'est vraiment une question de, tu peux me donner une liste de 1000 morceaux et ça, je vais dire oui, non. Oui, non, oui, mais à telle heure, oui, ça non. Alors, pourquoi? Parce que je connais la stratégie de la scène où je suis, parce que je connais la musique et parce que je sais très bien que ce genre de choses va. Et en fait, en travaillant récemment, on retravaille sans cesse le catalogue et même on remet la stratégie, on la redéfinit un peu, on bouge un peu. C'est ça la radio aussi, on peut travailler à ça aussi. Mais depuis que tu es à la programmation de la première avec tes 2 autres camarades, honnêtement, on a entendu la différence. Jamais sur la première, on avait entendu Gorillaz ou des choses comme ça. Bien sûr, mais aussi c'est les mentalités qui évoluent. C'est pas que moi qui suis arrivé avec des idées. Mais on peut aujourd'hui écouter la première aussi pour la musique. Ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment, parce qu'on allait là pour un débat, pour écouter du blabla, mais pas pour la musique. Aujourd'hui, oui. Merci. Mais c'est vrai. Merci, parce que c'est tout ce que je voulais. Ça, c'est pour la partie programmation musicale. Et tu as fait beaucoup, au moins aujourd'hui, mais beaucoup d'émissions en dehors des studios. Tu as fait les Francopholies de Spa pendant des années. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de festivals?
Sans doute ça où je faisais pas d'émission. Ah, quand t'étais dans le public. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement stressant en fait travailler en public. C'est tout l'avantage de la radio. Moi, je suis quelqu'un d'un peu solitaire en fait, hein. Et la radio, c'est super parce qu'en fait, t'es hyper protégé. Tu parles à plein de gens, mais enfin, tu n'as pas besoin qu'ils soient à côté de toi non plus. Ouais. Donc tu peux vraiment donner quelque chose, mais voilà, il n'y a pas de pression physique, j'allais dire. Je peux pas mieux dire ça. Oui. Là, au festival, c'est compliqué quand on est dans un bus, ou dans on appelle une box, un aquarium transparent et que les gens viennent te voir. Pour moi, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué de rester concentré sur mon contenu et de me dire que les gens sont là, me regardent et puis il y en a parfois qui font coucou, tout ça. En fait, c'est hyper touchant, c'est sympa. Mais moi, j'ai un mal dingue à me concentrer puis j'ai le trac. En fait. D'être face... parce que tout d'un coup... Oui, ça me fout le trac. Moi, le public, ça me fout le trac. Faire une nouvelle émission, j'ai le trac. Et j'ai un collègue journaliste qui me disait, parce que j'étais en train de répéter, il me dit, une Italienne, après tout ce temps. Une Italienne, c'est une petite répétition que tu fais, de toi à toi. Voilà. Toi, t'écris parfois, j'écris. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'écris des mots-clés où j'ai des infos... Comment expliquer Moi, j'ai jamais rien écrit. Alors, sur la première, juste les questions. Sur la première, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un minimum de points d'appui. Mais le reste, je l'invente. C'est-à-dire que j'ai toujours fait comme ça. La date, le nom de l'album, la date de concert. Et alors, si une petite idée me vient pour avoir un bon mot ou pour exprimer ce que je ressens, je note. Ah oui. Et après, je reviens avec ma conduite, mes petites notes ou ce qui est déjà écrit. Parce que t'as pas écrit ton bonjour, non. Mais il y en a. Il y a des animateurs, des animatrices qui doivent écrire les trucs. Oui, mais c'est parce que dans des émissions où le contenu est très dense, il faut pouvoir tenir son rôle, sa place, et surtout quand il y a plusieurs intervenants, pouvoir distribuer les rôles. Ouais. Donc c'est encore autre chose. Quand tu es tout seul dans ton émission, tu peux très bien décider que tu écris quelque chose parce que c'est un truc que tu veux prendre le temps de dire convenablement parce que quand tu l'as eu en tête, ça t'a semblé intéressant, intelligent. Donc ça, il faut, tu peux peut-être l'écrire au moment où tu y penses. Mais tu ne dis pas bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien cet après-midi. Merci. J'écris jamais ça, toutes ces choses-là. On est d'accord, mais je sais qu'il y a des personnes qui écrivent. Par contre, franchement, j'ai pas de souci avec le fait que qui que ce soit veuille le faire parce que si c'est un point d'appui qui permet de se sentir à l'aise, à pas avoir le trac et tant que ça ne se sent pas. Voilà, mais il faut. Alors c'est toute la nuance entre le fait d'être naturel en lisant. Donc voilà, c'est tout un exercice, mais il vaut mieux venir avec quelques petites notes, même si ça sent un peu quelque chose de lu, plutôt que de venir et puis de perdre ses mots. Ouais. Donc après, les notes, elles vont s'en aller au fur et à mesure parce que la fluidité va arriver. Puis tu sais, il y a des jours, tu le sais comme moi, il y a des jours où on est plus inspiré que d'autres. Quand on a l'antenne tous les jours, c'est pas gagné qu'on a tout le temps un nouveau truc à dire sur la chanson, qu'on a déjà passé plusieurs fois sur la chaîne. Mais voilà. Ça, c'est un conseil que j'avais retenu de Rudy Léonet, qui m'avait dit on doit être comme on est à l'antenne. Et les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices, ils sont pas forcément joyeux, ils sont parfois tristes. Et donc, il faut pas faire semblant. Si toi, t'es dans un mauvais jour, fais pas semblant d'être heureux. On va pas pleurer à l'antenne, mais en fait, ce qui compte, c'est justement ça. C'est ce qui compte, c'est la sincérité. Voilà. Et donc, la sincérité, elle peut très bien être OK avec un texte que tu as écrit, parce que tu l'as écrit sincèrement. C'est juste que dans le ton, peut-être ça va pas se ressentir bien, parce que tu seras un peu paniqué, tu débutes, que sais-je, voilà. Mais il y a aucun problème, tout peut être écrit, rien ne peut être écrit. Tu peux aussi décider que là, t'as un coup au cœur et t'as envie de dire quelque chose et t'es pas content ou t'es triste. Tout peut se dire, mais je pense qu'il y a quand même un minimum vital. Comment expliquer? Bien sûr, tu dois être toi à l'antenne, mais à un moment donné, personne n'est constant. Tu peux être terriblement, oui, mais tu peux être terriblement joyeux, mais tu peux aussi être parfois, pour plein de raisons, être terriblement triste. Faut pas oublier que la radio, c'est un métier. Donc, je pense que même si on peut ressentir une certaine tristesse quelque part dans le fond de ta voix, tu dois pouvoir aussi être capable d'un moment donné passer au-dessus et garder le cap. Je trouve que c'est une forme de respect. De respect, c'est une forme d'élégance en fait, mais de respect pour l'auditeur. Je pense que, alors évidemment, tout ce qui est positif en joie, moi, ça me crispe
autant que quelqu'un qui serait extrêmement déprimé et qui me dirait le fond de sa... Voilà. Ouais. Moi, c'est le côté complètement surjoué, ouais, tout va bien, tout ça. Parfois, ça me fatigue, ça me tape sur les nerfs, parce que moi, mon énergie, elle est pas comme ça, au moment où j'entends ça. Voilà. Mais, si c'est sincère, j'aurais pas alors ça passe. Mais j'imagine que toi, comme moi, même si c'est un jour qui ne va pas bien, ou toi t'es pas bien, eh ben en fait quand il y a le rouge, c'est fini. Eh ben voilà, t'es content en fait de faire de la radio parce que t'aimes ça. Et ça je dis que ça m'a changé aussi la vie, la musique et la radio aussi à cause de ça. Parce que le moment où la lumière rouge est allumée, déjà de toute façon ma position va changer obligatoirement et je vais m'approcher du micro. Donc en fait, je vais déjà me tenir plus droite. Donc en fait, rien que l'attitude physique au moment où le micro s'ouvre font que tu es dans cette perspective où tu vas donner quelque chose, mais tu vas donner quelque chose de positif, d'engageant, d'enrichissant, de joyeux. Et alors après, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu vas pas donner aux gens la muse, la déprime. Alors ici, je parle d'une émission de musique où l'animation est légère, hein, c'est pas, voilà, mais à un moment donné, si vraiment quelque chose te casse les pieds, tu dois aussi pouvoir le dire en disant, ah ben là, sur le coup, mais bon, voilà, il faut pouvoir le dire, mais il y a quand même ce minimum vital, à mon sens. Qui est une forme de respect ou d'élégance. Voilà. Et moi, je me dis aussi, globalement, si quelque chose est vraiment hyper casse-pied, même si c'est dans le cadre de ton boulot, par exemple, ou la chanson qui arrive, qui te plaît pas du tout, elle te plaît pas, c'est ton problème. À un moment donné, t'es pas là pour dire que cette chanson est mauvaise. Alors si, tu peux le dire et tu peux l'expliquer par 200, mais quand tu es dans une émission de flux, d'animation, tout ça, cette chanson, elle passe, si t'as rien à dire de bien, ne dis rien. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, ton émission sera peut-être un petit peu plus fade, un petit peu plus blanche, un peu plus triste, certains jours, certainement. Mais enfin, bon, il y a vraiment que les gens qui connaissent très bien, qui viennent ressentir. Et puis, pour le grand public, il y a ce respect et le fait de dire, voilà, il faut, tout le monde les gens, ils écoutent pas, ils écoutent la radio la radio, c'est un soutien pour celui qui l'écoute. C'est vraiment un soutien, c'est un point d'appui, pour moi, c'est une forme d'aide, c'est aussi un accompagnement, mais c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose de proche, c'est quelque chose qui est relatif à l'intimité de chacun, puisque chacun entend la musique comme il l'entend. C'est personnel. Visualise subjectif. Visualise les images qu'il souhaite. Si je te dis un chat, tu vois un chat, moi je vois un autre chat, voilà. Donc la radio, c'est comme la lecture. Et la musique, c'est la même chose. C'est pareil. Et donc, je veux dire, il y a tout ce côté créatif potentiel pour chaque auditeur. Et j'ai jamais oublié que l'animateur, lui, son métier, c'est le média, c'est-à-dire en fait l'intermédiaire. Tu n'es que l'intermédiaire entre la création artistique et les oreilles des gens et le cœur des gens vers qui c'est destiné. Donc, ton métier, c'est vraiment de servir d'intermédiaire et d'apporter quelque chose, de servir, de faire le lien. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux, en fait. C'est vraiment une chance de dingue de pouvoir dire, parce que moi, quand j'étais petite, on écoutait sur ces platines duales, on avait des 45 tours avec des copains, tout ça. On écoutait, et ça tu connais, et ça tu connais. Mais le plaisir de partager. C'était mon jeu préféré, quoi. Et ça tu connais, on écoutait, et ça tu connais, on écoutait. Enfin, et en fait, c'est le métier que je fais aujourd'hui, c'est toujours et ça tu connais. À plus grande échelle. Et ça tu connais. Il y a quelqu'un que tu rêvais d'interviewer et que tu as eu, ou il y a encore des gens que tu rêves d'interviewer que t'as pas eu? Alors en fait, moi j'ai un gros souci avec ça, c'est que il y a des gens que j'apprécie tellement que non, mais c'est des gens qui sont là depuis longtemps aussi. Forcément, plus il y a de temps d'attachement, plus l'attachement est fort, et plus la déception risque d'être grande. Et donc j'ai peur d'être déçue, et donc j'ose pas. Enfin, je me dis c'est peut-être pas une bonne idée. Et je citerai pas l'artiste parce que c'est vraiment une artiste que j'adore, que j'ai adoré. Enfin voilà. Que j'ai vu en concert et je me suis dit, c'était terrible. Moi, je pleurais après 3 chansons. Parce que c'était pas bien. Ah, parce que c'était pas bien. J'étais déçue, terriblement déçue, horriblement déçue. Et pourtant, ça reste enfin, voilà. Donc, j'ai peur de ça. Alors après, je me dis, ok, je pourrais faire une interview que j'enregistre et puis que je diffuse pas si c'est pas bien. Mais après, voilà, je sais pas, T'as pas une sorte de tableau de chasse où tu te dis, en fait, lui, non. elle, je veux, oui, j'ai pas. Pas du tout, parce que, en fait, quand, par exemple, je vais aux Francopholies de Spa, j'interviewe, disons, une vingtaine d'artistes en 3 jours. Il y a des gens forcément très connus, puis d'autres, des émergents, vraiment, ou à peine émergés. Et en fait, tu ne sais jamais, au début du festival, quel sera le meilleur moment.
parce que c'est très dépendant de tellement de choses. Et la rencontre, là, elle est vraiment physique, pour le coup, avec l'artiste. Elle peut tout modifier. Et voilà, et même le regard sur la musique, en fait. Ah bah oui. Il y a des artistes que tu n'appréciais pas forcément. Et puis après l'interview, tu dis « Ah mais en fait, je vais écouter ces chansons de manière différente. » Et à l'inverse. Et c'est pour ça qu'il me donne la possibilité d'avoir une espèce de panel un peu varié, avec des choses vers lesquelles je suis peut-être moins en osmose à titre personnel, mais en me disant d'abord, j'ai envie que ça soit équilibré, le respecter un peu toutes sortes de genres, aussi être là avec des artistes connus que les gens attendent, mais aussi des artistes en découverte qui peuvent bénéficier aussi de la visibilité, tout ça. Et voilà, je gardais, il y a vraiment, c'est des petits moments de bons souvenirs, mais ça peut être vraiment des choses, ça peut être des choses qui se passent enfin voilà, il y a des gens du coup. Oui, c'est ça, qui se passe avant en backstage et qui font que, ou bien qui se passe après l'interview où tu te dis, ouais, c'est quand même vraiment un bon gars. Ça. Oui. Ça, c'est quand même vraiment une belle personne. Et là, tu te dis, ok, lui, je vais plus le lâcher parce que franchement, en plus du talent, de ceci, de cela, c'est un bon gars. Il y a pas un truc, un moment où hors antenne, il s'est passé un truc avec un artiste qui t'a marqué, En fait, ce qui me marque, c'est sur la longueur, c'est les liens qui ont été tissés. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma carrière en même temps que certains artistes ont commencé la leur. Et puis, certains artistes ont commencé leur carrière et quand j'étais déjà. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que. Et comment oui, mais il y a des personnes avec qui j'ai un lien depuis le début de leur carrière, en somme. Des plus jeunes, forcément, mais aussi des. Alors, Dominique A, Miesek, Françoise Breu, tous ces artistes de la nouvelle scène musicale francophone, ils commençaient à peu près au même moment. Moi, j'ai commencé à faire de la radio, en tout cas. Et vous avez gardé un... Et on a gardé, mais forcément, sur la durée. Après, c'est comme si une de ces personnes entrait ici, je me dis, ok, ça, c'est un gars sûr, quoi. Parce qu'à un moment donné, on s'est déjà vu plein de fois et on sait que on peut compter les uns sur les autres. En fait, et là-dedans, évidemment, il y a toute une série de personnes que j'ai plus jamais envie de voir, bien entendu. On est bien d'accord. J'ai des exemples aussi. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gars sûrs, il y a les bonnes personnes, quoi. Il y a des vraies belles personnes, mais aussi dans les agents d'artistes, dans les tourneurs, dans les label managers, il y a des personnes dans le secteur qui sont vraiment des personnes sûres. Tu vois quelqu'un, c'est un peu le bordel, ou voilà, il y a beaucoup de monde. Et tu repères la personne et tu te dis, ok, c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Parce qu'en fait, tu sais que, voilà, le truc va c'est agréable quand les artistes aussi disent bon, je suis pas en promo, mais c'est pour Alexandra. Ah bah oui. Et enfin, ça n'est pas tellement. Il y en a. C'est arrivé. Puis c'est quand même sympa quand il y a des artistes que tu suis depuis le début et qui deviennent pas forcément des amis, mais des gens. T'as un petit bon anniversaire de machin ou de bidule, ça fait. Oui. Après, moi, j'ai jamais été très. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime des choses un peu parallèles, un peu décalées. Ouais. Donc, oui, disons que je pourrais dire que je suis amie avec Arnold Turboust, par exemple. Ouais. Bon, voilà. Ah ben, Arnold Turboust, voilà, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, mais on peut pas dire que ce soit. C'est pas Etienne Dao. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus. Enfin, voilà. Mais peu importe. Non, mais moi, ça te fait plaisir de. Voilà, moi, j'ai noué des liens avec des artistes, voilà, avec qui ça se passe bien et. Voilà, c'est clair que Telex, c'était aussi, par exemple, un groupe vraiment fondateur pour plein de raisons au niveau de la musique et au niveau de la radio, évidemment, puisqu'il y avait Marc Moulin. C'était dans mes questions, c'était quoi de travailler avec Marc Moulin ? En fait, moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec Marc Moulin en tant que collègue. C'est-à-dire que Marc Moulin travaillait encore sur la première quand il y a eu toute cette refonte des différentes chaînes radio, etc., où j'étais persuadée qu'il allait candidater pour devenir... Dans ma tête, c'était lui qui devait devenir le directeur de la nouvelle Pure FM, parce qu'en fait, c'est comme s'il rejouait sa vie dans ma tête, et je m'étais dit, pour moi, j'étais certaine que ce serait le cas. Donc, j'ai jamais travaillé avec lui. Et voilà, mais par contre, je l'ai rencontré en vrai, à titre personnel, quand ils ont ressorti un album avec Telex. Et ils sont venus en interview tous les trois avec Michel Mours et Dan Laxman. Et là, j'étais le plus impressionnée de ma vie parce que là, j'allais faire l'interview Moscow Disco, c'est quand même un tube intergalactique pour moi aussi. Ça marche avec Chercher le garçon, etc., bien sûr. Hein. Mais voilà. Oui, mais là, le côté belge... Oui, et puis Marc Moulin, en plus, était devenu dans ma tête une sommité pas que musicale. Au niveau de la radio, c'était énormissime quand il ouvrait la bouche.
mon Dieu, c'était dingue. Quelle voix, quelle présence. Oui, quelle culture avec cet air de ne pas, cet air de ne pas y toucher. Tu sais que cet humour. Enfin, moi, c'était quelque chose, c'était. Interview sur Pure, c'est Marc Moulin, il sortait, c'est Code Secret, je crois. Et donc, c'était dans mes premières semaines, le matin, quand je faisais 10h, 13h. Et moi, je rêvais de le rencontrer. Et il a accepté de venir faire sa première interview sur Pure avec moi parce que moi, je démarrais. Et il me l'a dit après, il me dit, c'est vachement si sympa. ta première fois, je suis content. Et mais... j'étais venu avec des vinyles à faire signer de Telex, quoi. Mais voilà, moi, je me souviens de ça, cette interview. Évidemment, elle était très, très bien préparée. Je connaissais assez bien, l'univers. En tout cas, je m'étais approprié aussi l'univers du groupe depuis hyper longtemps. Et donc, j'avais préparé quelques questions. Et dans mes questions, il y avait des formules qui étaient des reprises de chansons qui avaient été écrites par Jacques Duval et mises en musique par Marc Moulin pour d'autres artistes, pour faire une petite référence clin d'œil. Enfin, j'avais vraiment essayé de rassembler le maximum de petites connaissances que... Et je dis... Parce qu'ils expliquaient qu'en studio, ils font toujours ça vraiment... ils sont vraiment bien organisés. Et je dis, oui, sorry, puisque c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. Et là, il m'a regardé, son œil s'est allumé. Il me dit, oui, mais maintenant, avec votre professionnalisme, on ne vous la fait déjà plus. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de ma vie, en fait. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait de ma vie, parce que il a vu que j'avais, voilà... pareil. Voilà, et puis c'est la plus belle chose, même si les rencontres... Après, peu importe la valeur de l'artiste au sens... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne aussi. C'est le moment, c'est l'échange. Et ça peut être vraiment incroyablement chaleureux. Et surtout, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand on me dit « Oh, c'était vraiment sympa, merci ». Voilà, tout se passe pas toujours super bien. Non, mais ça a de la valeur parce que toi, tu as ton moment avec l'artiste, mais il faut pas oublier que l'artiste, sur sa journée, il en a 5, il en a 10... Et que les questions, peut-être il va avoir les mêmes questions sur ta journée. Et quand tu as un artiste qui te dit « Ah, c'est intéressant, on m'a pas posé cette question », tu dis « Ah, chouette ». Voilà. Après, c'est vraiment du respect. Tu veux essayer de comprendre, être aimable et jamais oublier que tu es le médium. Oui, voilà. Donc, en fait, je ne suis pas avec... l'artiste, c'est pas de la moi ou de lui à moi, c'est de l'artiste vers les auditeurs. Il faut vraiment que j'arrive à faire passer ce point. Ça, on en connaît, on ne citera pas non, mais il y a des gens qui pensent que c'est moi qui vais interviewer Vanessa Paradis et pas Vanessa Paradis tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais bon, voilà, après, ça fait partie aussi du show business. Et puis, il y a des gens à qui ça plaît, et puis tant mieux, et c'est très bien comme ça, mais voilà. On arrive tout doucement au bout de cette petite rencontre. J'ai quelques petites questions, tu vas me répondre le plus rapidement possible. C'est quoi pour toi la meilleure introduction d'un morceau de tous les temps? Si tu dois retenir qu'une intro. De tous les temps, je sais pas, mais moi... De ton temps. Moi, je peux pas écouter la première note de synthé de Chercher le garçon, c'est déjà trop pour moi, en fait. Voilà. Si je vais... C'est déjà foutu, en fait. J'ai déjà les larmes là, de le dire, regarde, tu vois. Ouh. Donc, voilà. Ton plus beau concert? Très difficile à dire. Très difficile à dire. C'est marrant. Alors, je pense que c'est le plus beau morceau que j'ai jamais écouté en concert. C'était Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ah ouais. 20 minutes. Le morceau a duré 20 minutes et c'était au Pukkelpop. Ok. Donc, je suis arrivée dans la tente, c'est une tente un peu parallèle. Ça allait commencer. Puis, tu connais comme moi l'intro de Rapper's Delight, qui est quand même aussi une des meilleures intros du monde. Et le morceau a duré 20 minutes. On croyait qu'on arrivait dans le nirvana du psychédélisme groovy, funk, soul. C'était fantastique. Voilà. C'est un des trucs. Le pire, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais t'as pas dit l'artiste, mais... Je veux pas le dire, en fait. Je veux pas le dire parce que je l'aime trop. Oui, parce que c'était... J'en peux rien, je l'aime trop. Est-ce que t'es là où t'avais envie d'être? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es là où t'avais envie d'être depuis toujours? Non, parce que je savais pas du tout où j'avais envie d'être. Et que j'avais aucune idée que je serais là où je suis, en tout cas. Donc non, mais
Mais en tout cas, par contre, il y a un truc dont je suis certaine, c'est que je suis là où je dois être. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai l'impression que je suis à ma place. Ouais. C'est-à-dire que là, exactement, professionnellement, bien sûr, je pense que là, j'exerce vraiment pleinement le métier pour lequel je suis faite, et que je crois que je le fais assez bien, en fait. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me sens très raccord avec moi. Et c'est une chance de dingue, parce que forcément, tout le monde n'a pas la chance de faire un métier dans lequel il se sent, alors je dis pas que épanoui et passionné. De sa place, parce que être épanoui, joyeux, heureux, je sais pas, bien payé, reconnu, tout ça, c'est pas encore ça, c'est pas ça que je veux dire. Non. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu as la sensation que tu peux faire ce que tu sais faire, tu peux le faire là, du mieux possible? Est-ce que ça a du sens pour toi? Si la réponse est oui, ben, c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, c'est formidable pour n'importe qui de pouvoir se trouver à un moment de ta vie, quel que soit l'âge, en disant, ok, alors c'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas si mal. Je le fais. Là, voilà. En tout cas, j'y suis et je me sens bien avec ça. Merveilleuse conclusion. Merci Alexandra d'être venue faire un petit tour par... Merci Rach, on n'a même pas parlé des dimanches qui puent. Non, on n'a pas parlé des dimanches qui puent, donc elles sont revenues, tu reviendras. Bah, voilà. On reparlera des dimanches qui puent et de tout un tas d'autres choses. Est-ce que tu pensais dire tout ce que tu as raconté aujourd'hui, ou tu savais pas où tu venais? Je savais pas où je venais du tout. Je suis très contente qu'on ait parlé de la radio et de la musique, en fait. Voilà, parce que j'étais d'accord de parler de la radio et de la musique. J'ai un petit peu raconté, bien sûr, des choses plus personnelles de mon enfance où j'ai évoqué mes enfants, mais je ne me suis pas sentie... je sais pas comment dire, je me suis pas sentie incommodée par le fait de devoir vraiment dire qui était la personne intime ou privée que je suis. Ah bah, tant mieux. Même si à travers ce que j'ai dit, il y a certainement des choses qui passent, mais voilà, je me suis pas sentie du tout... je me suis pas sentie empêchée de rien, ni piégée de rien. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Bah super, merci beaucoup. Bah merci, dis donc, parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer sur le petit pouce et puis vous abonner et à nous écouter. Merci beaucoup. Merci Rafa. Ciao.